Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigeka Foba. Le grand dialogue. Loi des finances 2018, la sécurité et l'accord pour la paix font grimper le budget, également le processus de paix et la situation sécuritaire dans le pays, ainsi que le report de la rentrée scolaire qui était prévu pour le lundi prochain 2, mais qui a été reporté au lundi suivant. Alors ce soir, ce sont les sujets que nous allons aborder dans le forum de la presse, et nos invités sont Mamadou Diadjessako de la radio RFM, Boubacar Yalkouye du journal Le Pays et Yeya Tandina de l'ORTM à Tombouctou. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Alors, pour cette première partie, nous allons commencer avec la situation sécuritaire dans le pays, le démarrage du MOC à Kidal. Monsieur Diadjessako, que pensez-vous de cette situation? Est-ce qu'il y a une évolution dans la mise en œuvre de l'accord de paix selon vous? Non, pas du tout. Moi, je me dis, cet accord, comme tout récemment, la plateforme a demandé, il faut carrément, soit vous le mettez dans une poubelle, soit vous le recorrigez. La plateforme anti-Abana. Voilà. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui analyse très bien cet accord, ils ont précipité des mesures pour dire que toute personne qui va s'opposer à son application. Mais pour parler d'application, il faut parler d'abord d'un début d'application. Parce que tout ce qui était prévu, et qui devrait se faire dans le temps et dans l'espace, sont dépassés. Donc, pour réactualiser cet accord, il va falloir impérativement aller à sa relecture. Voilà, c'est cette analyse que moi je fais pour le moment de sa mise en application. D'accord. Boubacar Yalkouye, pensez-vous qu'une relecture de l'accord pour la paix est nécessaire aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, le stade auquel nous nous trouvons aujourd'hui, moi je trouve que ce n'est plus pertinent de parler de relecture avec l'actuel régime, du moment où, dès la conception du projet, pratiquement toutes les parties politiques, la société civile avait alerté le régime par rapport à certains points qui pourraient être compromettants pour l'avenir du pays n'ont pas été écoutés. Et si les conséquences se manifestent aujourd'hui sur le terrain et on n'est qu'à quelques mois seulement de la fin du mandat du président de la République, je trouve que ce n'est plus pertinent de lui demander la révision du projet. Du moment où, je me rappelle très bien, il a même l'habitude de smasher un de nos confrères qui avait parlé d'un accord caduc. Et voilà, donc ça, on comprend. Le représentant de la MINUSMA qui avait même déclaré que l'accord était dans l'impasse. Voilà, effectivement. Et nous avons vu ça, la position du président de la République à ces jours. Donc cela sous-entend qu'il tient jusqu'à preuve du contraire à cet accord-là, même si son peuple n'est pas d'accord avec. Et lui-même, il voit la réalité sur le terrain, mais il refuse de l'admettre. Tout le monde sait que l'accord, ce n'est pas un bon accord. Il nie l'évident. Voilà, effectivement, tout le monde sait que ce n'est pas un bon accord. Depuis le départ, ça a été dit. Et aujourd'hui, toutes les preuves sont sur le terrain. Et aujourd'hui, parler quand même du DDR, bon, peut-être on va voir ce que ça va donner sur le terrain, mais avec cet accord, il ne faut vraiment pas espérer pour le retour de la paix dans ce pays. D'accord. En attendant qu'Yeya Tandina depuis Tombouctou soit disponible, il y a désarmement, cantonnement et réinsertion. Le processus connaît une grande avancée. C'est ce que pense le président de la commission. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, monsieur Sako? Oui, je suis d'accord parce que le problème c'est quoi? Quand il y a eu l'accord le 15 mai 2015, quand Ibeka n'a jamais accepté qu'on parle d'accord d'Alger, mais quand il y a eu l'accord à Alger et que la signature s'est passée à Bamako, normalement on devrait commencer par le désarmement. Mais vous allez désarmer qui? En son temps, personne n'avait les armes si ce n'était pas la France et quelques France des djihadistes. Parce qu'il faut savoir analyser les choses. Parce que quand vous demandez à des personnes, venez, on va vous désarmer, il va falloir que ces personnes d'abord aient des armes. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas désarmer parce qu'il n'y avait pas des armes et qu'il y avait des armes. Donc il fallait donner le temps à cette rébellion, à ces terroristes de s'armer encore pour après venir. Parce qu'on s'est rendu compte ici à Bamako un moment qu'on a cité des armes
pour être considéré comme un élément de telle ou telle organisation armée, soit de MNLA ou de la plateforme. On a vu des gens acheter des armes ici. Il y a eu des moments où des armes ont disparu de certains garnisons ou de certaines compagnies. Acheter des armes à Bamako ici. À Bamako pour aller être de MNLA ou de la plateforme. Parce que pour que tu sois considéré comme un soldat, il faut que tu aies des armes. Donc on leur a donné tout ce temps pour s'armer, et aujourd'hui on veut aller au désarmement. Parce que normalement, pour qu'il y ait paix, on devrait commencer par le désarmement, on devrait commencer par la démobilisation. Mais aujourd'hui, du moment qu'on avait demandé à chaque parti, amener la plateforme, envoyez-nous la liste de vos éléments. Mais personne n'avait d'éléments. Il fallait les laisser venir par-ci par-là, il fallait leur donner le temps, avec les millions et des millions qu'ils ont réussi, recruter des gens. Donc maintenant, ils peuvent dire aujourd'hui, moi j'ai tel nombre de soldats, parce que c'est encore un autre business qui va venir. Parce qu'on va parler de réinsertion. Donc dire maintenant qu'après 2 ans de signature, que c'est le moment que vous allez commencer avec le désarmement. Or, qui veut parler de paix, il devrait commencer d'abord par un désarmement, une démobilisation, et maintenant après on va parler de réinsertion. Aujourd'hui, c'est un autre business qui commence. Parce que si toi tu es caporal, tu peux te porter demain comme général, ainsi de suite. C'est des problèmes à créer aux contribuables maliens, parce que tôt ou tard, ce que MNLA va nous présenter comme tel nombre de soldats, la plateforme contre le contribuable malien ne peut pas supporter ça. Et après, on va revenir encore, on va dire que vous ne pouvez pas appliquer cet accord-là. Et on va passer à une autre phase supérieure. D'accord. Yaya Tandina, vous êtes au nord du pays, précisément à Tombouctou. Il y a le président de la commission chargée du DDR qui pense qu'il y a une grande avancée par rapport à ce processus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Tandina? Allô? Oui, Tandina, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends maintenant. Voilà, donc je disais que le président de la commission DDR a annoncé que le processus de désarmement, cantonnement et réinsertion connaît une grande avancée. Est-ce que vous avez constaté cette déclaration qu'a fait le président? Oui, je l'ai suivi parce qu'il était là la semaine passée. Et j'ai eu la chance d'être là quand il l'avait annoncé, même en face des autorités politiques, administratives et même des combattants. Les partis signataires étaient là. Mais j'ai une petite conviction, c'est que au moins cette fois-ci, ce n'est pas qu'on essaie d'aller avec toutes les régions à la fois. Il dit là où on est prêt de le faire, on va le faire. À l'image de Tombouctou, où je crois que les listes sont déjà prêtes. Et le camp est prêt, les camps sont prêts, les camps de cantonnement sont prêts. Et il a expliqué les critères de sélection. Mais là où il y a une petite faiblesse, on ne sait pas aujourd'hui. Parce que même si on va commencer ce DDR, et comment serait d'abord l'intégration? C'est là qu'il y a des petites failles parce que moi, je n'ai pas compris dans toute sa déclaration et dans tout son exposé et comment les anciens militaires qui sont au niveau de ces groupes armés vont retourner. Est-ce qu'avec les mêmes grades? Parce qu'au niveau de ces camps, au niveau de ces mouvements, ils ont déjà des grades d'officiers, des grands officiers. Donc est-ce qu'ils vont retourner maintenant avec les mêmes grades ou bien avec l'armée, ce serait avec des critères? Ça n'a pas été défini. Mais la seule conviction, c'est qu'aujourd'hui, Tombouctou a tous les dispositifs, les camps sont prêts, il y a une grande conviction par rapport à ça. Et il l'a annoncé, si Tombouctou qui est prêt, on va le faire. On ne va pas attendre Gao, on ne va pas attendre Kidal. D'accord. La plateforme Ante-Abana a demandé une relecture de l'accord de paix. Mamadou Djadje Sako ici pense qu'il faut relire cet accord de paix, mais il y a M. Boubacar Yalkoué qui pense qu'il faudrait attendre puisqu'il ne reste plus que quelques mois avant la fin du mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta. Vous, qu'en pensez-vous? Ah oui, pour moi, le moment n'est pas opportun. Et ensuite, je crois que vraiment nous devrons l'accepter avec toutes ces faiblesses, cet accord qui a été signé. Depuis le début, ça a été décrié, mais puisqu'on n'a pas écouté, il fallait voir. Mais maintenant, il peut avoir ce qu'il y a, ce n'est pas l'accord qu'il faut relire, mais on peut toujours faire quelques retouches avec le consentement des uns et des autres, parce que même au niveau de la CMA et de la plateforme, les gens en ont marre, parce que c'est les populations qui subissent dans tout ça. Je crois que s'il y a des points d'amélioration qui peuvent nous faire avancer, là c'est des possibilités. Mais une relecture, je ne pense pas, même si Ibeka ne devrait pas revenir,
on est obligé, l'administration est une continuité et le pouvoir en place est obligé de continuer avec ce qui a été signé, avec aussi l'accompagnement de tous ces partenaires internationaux. D'accord. Yalkoué, au nord du pays, au centre du pays, la situation sécuritaire est beaucoup plus compliquée. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à Bamako, où la situation est beaucoup plus calme, les gens puissent venir acheter des armes comme ils veulent, comme le pense Mamadou Diadessa? Oui, quand on voit un peu la situation des choses au Mali, ce n'est pas seulement dans ce domaine. Pratiquement tout est facile chez nous ici. Aujourd'hui, le trafic de ces armes, il y a les commissions qui sont chargées, ou bien les structures chargées de surveiller cela. Et de temps en temps, ils font des rapports là-dessus. Ils font des rapports et même il y a aussi des journalistes qui sont spécialistes dans le domaine qui le disent également. Il faut vraiment contrôler ce secteur-là puisque les armes circulent n'importe comment. Et il est très facile d'avoir les armes parce que c'est des gens qui ont aussi des complices ici. Il suffit seulement de faire passer quand même les sous et puis c'est fini, quoi. Ils ont ça à la minute. Et maintenant, moi, je dis qu'il faut quand même voir ce côté, c'est très important, puisque tant qu'on n'arrive pas aussi à corriger cette faiblesse-là qui est là, ça va être très, très difficile de mettre de l'ordre aussi au nord du Mali. Parce que si les armes passent par ici pour arriver là-bas, donc ça sous-entend que... Parce que ceux qui sont là-bas, leur unique moyen de défense, ce sont ces armes-là. Ce sont ces armes. Et ce qui est aussi déplorable également, parce que de temps en temps, nous voyons aussi des gens aussi indexés, certains responsables aussi de l'armée qui sont dans ce jeu. Il faut le dire clairement. Et puis même également vers le nord, ça se passe. Ils sont en complicité avec certains bandits ou bien certains terroristes. Et voilà comment les armes quand même de l'armée malienne partent souvent. Tout le monde le sait comment ça fonctionne là-bas. Mais moi je dirais qu'au-delà de tout ça, comme vous avez souligné le côté aussi du DDR aujourd'hui, bon, ce qui s'est passé à Tombouctou, nous pouvons quand même considérer comme une lueur d'espoir. Mais ce n'est pas aussi un acte qui va nous dire qu'il nous faut franchement dire avoir un espoir absolu par rapport à la sortie des crises définitives au Mali au regard de la situation sur le terrain. Parce que ce DDR qui est là pour le moment, quand on prend l'accord, bon, il était prévu que c'est l'un des préalables. Et si c'est peut-être à la conclusion, au lieu que ça soit l'introduction, ça devient la conclusion. Donc ça va être un peu difficile puisque la situation a pris une autre dimension sur le terrain qui devient de plus en plus incontrôlable. Même si on va vers ce DDR aujourd'hui au regard de la situation, des nouvelles orientations de la situation sur le terrain, ça va être très très difficile pour l'État et ses partenaires de pouvoir franchement de contrôler le truc, l'évolution de la situation sur le terrain. Et raison pour laquelle j'ai dit, bon, on est là, on ne sait même pas là où on va. On ne sait pas là où on va. L'État malien en a marre, les partenaires en ont marre, et même ceux qui sont également considérés comme des groupes armés sur le terrain en ont également marre. Et finalement, on ne sait même plus là où on va tellement que c'est devenu du désordre. Et maintenant, peut-être on verra avec le temps ce que ça va donner. On ne sait plus là où on doit aller. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas un programme de mise en œuvre de l'accord de paix, pour la paix? Non, il n'y a pas de... Bien vrai que l'accord même avait prévu sa mise en œuvre, mais on va dans son application du coq à l'âne. Et là où je ne suis pas d'accord, vous allez me permettre quand même de dire bonsoir à mon frère Tandina, qui est avec nous depuis Tombouctou. Tandina, là où moi je ne suis pas d'accord, il y a eu 3 signataires dans l'accord. Il y a l'État malien, il y a la plateforme, il y a le MNLA. Et disons, SEMA. On a demandé à chaque parti de présenter la liste de ses combattants. Et aujourd'hui, si c'est la ville de Tombouctou qui va présenter des combattants, et demain ça sera le tour de Gao, et après-demain Kidal, et ainsi de suite. Donc on se rend compte que maintenant là, qu'est-ce qui se passe? C'est Tombouctou qui a inventé des rebelles, ou c'est Gao aussi qui en a inventé? Je ne comprends rien. Donc pour moi, c'est le MNLA qui devrait présenter la liste de ses combattants, la plateforme, la liste de ses combattants. Et pour la mise en œuvre également de ce DDR, on voit un général Gamou, officier de l'armée malienne, et le lendemain on le voit plateforme. On ne comprend rien. On est dans quel état? On est dans quelle république? Donc on nous dise, si c'est Tombouctou qui va fournir des gens pour réintégrer l'armée malienne, et Gao à son tour insiste qu'on nous dise ça. Mais moi je pensais que c'était une mise en application d'un accord.
Et l'accord, c'était quoi? Parce qu'il y a eu une rébellion. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont pris les armes. On leur a demandé d'être cantonnés. Donc, ils ne devraient pas être cantonnés à Tombouctou, à Gao. Non, il doit y avoir un site commun. Voilà les combattants du MNLA, voilà les combattants de la plateforme. Tout le monde est recensé, on les réintègre. Celui qui doit être retenu dans l'armée normale, en tant que tel ou tel grade, on te garde. Dans les cas contraires, il y aura d'autres solutions. Mais si on veut aller maintenant par les villes, Tombouctou doit faire son DDR, Gao doit faire son DDR, c'est quel accord? Tandina, une réponse par rapport à cette préoccupation de Sako? Oui, justement pour un peu édifier M. Sako, moi je n'ai pas dit qu'on va aller, moi j'ai dit, le ministre a dit, on va aller selon, par exemple, la disponibilité des villes. À Tombouctou, par exemple, les listes sont prêtes. Donc on peut cantonner, on peut commencer la démobilisation, le désarmement et le cantonnement. Donc ça c'est un aspect au niveau du Tombouctou. On avait tenté l'opérationnalisation du MOC à Gao. À l'époque, Kidal et Tombouctou n'étaient pas prêts. Mais on a vu ce que ça donnait, ça a échoué. Donc l'expérimentation peut décoller d'une ville et puis que ça prenne son allure quelque part. Tandina, moi ce que j'aimerais dire, est-ce que Tombouctou a connu une rébellion? Tombouctou a été agressé comme Gao, comme les autres villes du Nord. Mais maintenant, si on veut parler de DDR, c'est ceux-là qui avaient pris les armes qui devraient être cantonnés. Mais on est en train de nous donner l'impression comme quoi qu'on doit recruter des jeunes à Tombouctou, des jeunes à Gao, des jeunes à Kidal. C'est comme ça que moi je lis la chose. Sinon, normalement, le MNLA aujourd'hui devrait nous montrer la liste de ces militants. Tandina, est-ce le cas? Oui. Oui, j'ai dit, bon, ce n'est même pas le MNLA, mais c'est la CMA, parce que le MNLA aussi appartient à cet ensemble, ce qu'on appelle la coordination des mouvements de l'Azawad. Donc la CMA est composée du MNLA, du MAA et du HCIA. Donc vous voyez, ce sont ces trois mouvements qui composent la CMA. C'est à la CMA de fournir, c'est ce que j'ai dit. À Tombouctou, par exemple, la CMA a donné la liste des combattants qui devraient être cantonnés au niveau des sites de Tombouctou. À Tombouctou, vous avez le site de l'Ikrakar et celui de Ber. Maintenant, qui sont ces éléments, qui sont ces combattants, moi je ne sais pas, mais de toute façon j'ai dit, voici comment ça se passe. Maintenant la plateforme également doit fournir le même effectif comme l'armée malienne. Et donc vous voyez, ça c'est par rapport au MOC. Mais maintenant par rapport au cantonnement, on demande à tous les mouvements de fournir leur liste. C'est par rapport à ces listes qu'on va commencer à la démobilisation, à la réinsertion, ainsi de suite. C'est des étapes qu'on devrait suivre. Des étapes qu'on devrait suivre, mais concrètement, est-ce qu'il y a un programme, Tandina? Est-ce qu'il y a un programme de mise en œuvre de cet accord? Non, le programme a échoué depuis les accords. On avait dit 60 jours déjà, on devrait commencer la mise en œuvre de l'accord. Et le programme a échoué et donc il n'y a pas une solution. Un autre programme? Il n'y a pas de chronogramme aujourd'hui, il n'y a pas un programme, il n'y a pas une planification. Le ministre certes a dit fin octobre. Déjà, on doit démarrer tous ces aspects-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas une date fixe. Et donc, moi, je me dis qu'on va seulement là où ça peut aller, ça va aller. Parce que jusque-là, en réalité, ils n'ont pas un programme fixe. Il n'y a aucun chronogramme qui a été tracé pour dire que tel ou tel jour, il y aura tel cantonnement. Ainsi de... Non, ça n'existe pas. Officiellement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de chronogramme. Une rencontre se tient à Ségou où le président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Dicko, annonce qu'il n'y a pas une harmonisation des actions, ce qui bloque le processus de paix. Est-ce qu'il a raison, M. Yalkoui? Oui, c'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit que là où nous sommes aujourd'hui, il n'y a plus d'orientation. On est sorti dans l'accord il y a très longtemps. Et les étapes, les principes qui étaient définis dans l'accord n'ont pas été respectés parce que du moment où, dans le même accord, il est clairement dit que si l'une des parties signataires de l'accord viole une étape de l'accord, il y a des sanctions. Et ça n'a jamais été le cas. Il y a eu combien de fois qu'on appelle des fautes commises ou des fautes émanant de la part de la CMA ou de la plateforme sur le terrain. Mais elles n'ont jamais quand même été sanctionnées à hauteur de ce. Et c'est récemment que l'ONU vote un régime de sanctions dans ce sens. Est-ce que vous voyez? Et surtout le Mali qui est avec toujours son gouverneur vacancier. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu la situation? Pourquoi vous l'appelez un gouverneur vacancier? Parce qu'il n'est pas au gouvernorat. Il n'est pas au gouvernement. Il va faire des week-ends à Kidal et revient. Il va faire des week-ends et revient. Il est en vacances. Donc vous voyez un peu la situation. Donc depuis ces moments, les partis signataires ont failli. C'est de tous les côtés, que ce soit l'État malien, que ce soit les partenaires, ainsi de suite. Tout le monde a failli à ce niveau. Parce que tant qu'au moment où cette partie a été violée, donc cela veut dire qu'on n'est plus dans l'accord. On a laissé traîner les choses. Peut-être, je ne sais pas si c'est par peur
de ne pas voir ces gens-là se retourner encore, ou dire qu'ils menacer, soi-disant qu'ils vont quitter le bateau. Et aujourd'hui, cela a fait franchement dire qu'on a perdu le contrôle sur le terrain, parce que finalement, les histoires de prise de position sur le terrain, chacun essaie de prendre une position par-ci, par-là, récupérer une telle ville. Et donc, ça nous a conduit vers une autre situation qui franchement dire aujourd'hui, qui est plus compliquée sur le terrain. Et personne ne sait aujourd'hui où on va, franchement dire. Personne ne sait où on va avec cet accord-là. Vous voyez le président de la République avec des rebelles au palais de Koulouba. Des ex-rebelles? Non, ils sont toujours rebelles, ils sont toujours dans la rébellion. Parce qu'ils n'ont pas déposé encore les armes, c'est ce qu'on est en train de chercher. Ils sont toujours rebelles. Parce que tant que tu as les armes, tu es rebelle. Est-ce que la plateforme également est rebelle? Tout le monde est rebelle. Tous ceux qui ont les armes, ils sont rebelles. Et vous les recevez au palais de Koulouba et votre gouverneur, le représentant de l'État malien, n'a pas accès au gouvernorat. Et c'est toujours le drapeau malien n'est pas à Kidal. Ça c'est quel accord? Mais ça, c'est une insulte. Tandina, partagez-vous l'avis de Sako par rapport à cette question? Oui, c'est-à-dire, je suis d'accord sur ce plan, parce que le minimum, c'est qu'au moins, quand vous vous mettez d'accord, même s'il s'agit de verser du sang, qu'on le verse ensemble. Et s'il s'agit de le récupérer, qu'on le récupère ensemble. Du moment où on a signé la fin des hostilités, moi, je crois que c'est vrai, on remarque qu'il n'y a aucune revendication d'une attaque de la CMA ou bien de la plateforme, quel qu'en soit. Ils se jettent quand même toutes ces attaques. Mais il est bon de savoir qu'aujourd'hui, quand l'État essaie de faire un peu de sagesse, que la CMA de son côté également fasse un peu de sagesse. Donc cela veut dire, au moment où on a décidé d'amener les symboles de l'État au niveau de Kidal, on devrait les accepter. Et quand il y a également des entretiens au niveau de Koulouba, cela veut dire que l'État a accepté ceci comme si c'est des citoyens qui ont été redorés de leur patriotisme. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on devrait le voir. Mais si une des parties essaie d'être souple, pendant que l'autre durcit le ton, je crois que là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Et dans ces conditions, peut-on s'attendre à un retour de la paix dans le pays? Non, bon, difficilement. C'est pourquoi vous voyez, actuellement, on ne sait même pas quand souvent il y a des attaques, il n'y a pas de revendication, il n'y a absolument rien. C'est les populations qui souffrent à présent qui se posent la question, qui est-ce qui peut être l'auteur de ces actes? Souvent, ça, c'est des questionnements qui sont là et qui n'ont jamais eu de réponse. C'est pourquoi si ces éléments ont été déjà cantonnés, là, on saura que c'est des bandits qui ont attaqué. Mais actuellement, on ne sait même pas qui est en train de poser tous ces actes dans la nation. On se pose la question, qui a fait ces attaques et aujourd'hui, pourquoi les enquêtes n'aboutissent pas? C'est un peu difficile du moment où l'État ne contrôle pas ses partis. L'État malien ne contrôle pas ses partenaires également. Donc c'est un peu la plateforme et la CMA et aussi les terroristes ou les djihadistes qui sont rois dans ces zones. Et donc ce qui fait que c'est très difficile de pouvoir pointer du doigt quelqu'un et le tenir responsable d'une attaque quelque part. Mais moi je dirais que le plus difficile dans cette histoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de sincérité entre les parties signataires de l'accord. Et plus précisément, la CMA que je ne cesse d'accuser. Parce que moi, je dirais que quand on fait un rappel historique de la situation sur le terrain, au fait, tous ces problèmes sont partis d'elle. Ceux qui composent aujourd'hui, les éléments qui composent la CMA. Et également, ces éléments ont eu aussi à collaborer avec ceux qui sont sur la liste noire aujourd'hui, qui sont considérés comme terroristes ou djihadistes. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'ils sont là-bas, ils disent qu'ils sont avec l'État malien et que les attaques continuent. En principe, la zone, elle est sous leur contrôle aujourd'hui puisque l'État n'exerce pas pleinement sa souveraineté sur le terrain. Mais elle devrait être en mesure quand même d'anticiper certaines situations. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas sincère. Et quelque part également, je dirais certainement qu'elle est des mèches avec les terroristes et les djihadistes sur le terrain. Puisqu'ils se connaissent très bien. Qu'est-ce qui peut mettre fin à cette situation? Quelle peut être la solution? Oui, aujourd'hui où nous sommes, moi c'est ce que j'ai dit, on ne sait même pas là où on va parce qu'on est obligé de rester dans l'accord. Et l'application de cet accord, c'est impossible sur le terrain. C'est impossible, c'est inimaginable. Et dès la conception, ça a été très clair. Mais les autorités n'ont pas écouté.
Ils se sont aventurés dans la situation et voilà aujourd'hui là où nous nous trouvons. Moi, à mon entendement avec ce régime, il n'y a pas lieu d'espérer. Il faut voir l'après Ibeka, celui qui va venir, il faut franchement dire rebelloter. D'accord. Quelle peut être la solution? La solution, vous demandez à la France de rentrer. Que Barkhane a pris son rôle au Mali et que la MINUSA doit foutre le camp. Si vous voulez que le Mali retrouve la paix aujourd'hui, Barkhane n'a plus sa place. A plus forte raison MINUSMA et aujourd'hui on parle de G5. Tout ça, c'est de créer des problèmes aux Maliens. On n'en a pas besoin. Vous pensez que l'État malien a les moyens et la capacité de gérer? Non, le peuple malien a les moyens. Aujourd'hui, tous les jours, quand on parle d'attaque, là, c'est nos forces armées qui sont attaquées. Quels sont les moyens, selon vous, que le peuple malien a pour on a notre pouvoir armée, faire face à ça? On a notre armée. Il y a toi, il y a moi, il y a Yalkoui. On peut se défendre. On s'est défendu depuis des années, on va continuer à se défendre. Dites à la France de rentrer demain, vous n'aurez plus d'attaque au nord. Barkhane n'a plus sa place aujourd'hui. Dites à la France de rentrer demain, on n'aura plus d'attaque au nord. Est-ce que cela veut dire que c'est la France qui mène les attaques? Bon, ça peut, même si elle n'attaque pas, peut-être elle entretient ceux qui attaquent. Sinon aujourd'hui, comment vous pouvez comprendre un pays souverain comme le Mali qui a son armée? Vous avez la MINUSMA, vous avez G5. Comment nous pouvons être attaqués tous les jours? Si j'étais à la place de Ibrahim Boubacar Keïta, moi président de la République, 22 septembre 2017, j'allais dire à la France, Barkhane, merci. J'allais dire à la MINUSMA, merci. Et j'allais continuer à former mes soldats et à les équiper. D'accord. Tandina, pensez-vous que le retour de la paix dépend du départ de la France, Barkhane et de la MINUSMA, comme le pense Mamadou Diadje Sako? Bon, on n'a pas la même lecture de la situation. En tout cas, moi, sur le terrain, je sais que ses partenaires, Barkhane précisément, fournit beaucoup d'efforts. Et quant à la MINUSMA, là, peut-être, on peut douter de sa sincérité dans le jeu. Mais je sais quand même que Barkhane n'a qu'une seule mission, c'est de la lutte contre le terrorisme. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que... Mais vous appelez qui terroriste? Vous appelez qui terroriste? Peut-être la CEMA, la plateforme? On va le laisser continuer. Allez-y, Tandina. Vous aurez juste 30 secondes après pour réagir. Voilà. En réalité, moi, je ne veux pas indexer quelqu'un. Mais j'ai dit, aujourd'hui, Barkhane fait un travail titanique. Parce qu'on fait des arrestations, ou pas plus tard qu'aujourd'hui, je vous dis, s'il n'y a rien, ils ont au moins frappé 3 à 4 sites. Donc là, c'est au moins clair. Je ne veux pas donner le nom parce que ce qui est sûr, l'armée française fait son travail. Et j'en connais déjà quand j'ai eu déjà écho de ce qui se passe. Ça, c'est ce matin, jusqu'à 14h, ils étaient en train de frapper. Maintenant, l'armée malienne qui fait face à 3 fronts. Le front pour l'intégrité territoriale, le front de lutte contre le banditisme et le front de lutte contre le terrorisme. Donc avec ces moyens précaires, on parvient à faire face. C'est pourquoi vous voyez tous les jours, on ne peut même pas compter aujourd'hui le nombre de morts parmi les militaires. Et ça se justifie de la mobilité de nos forces de sécurité. Ce qu'il faudrait saluer. Mais ça ne veut pas dire que... Aujourd'hui, c'est parce que nous savons qu'il y a des faiblesses, c'est pourquoi on a fait appel aux partenaires. Mais en réalité... Moi, c'est du côté de la MINUSMA que je ne comprends pas, à un moment donné, je saluais leurs actions quand ils soutenaient même les populations dans leurs déplacements. Et actuellement, ils font des déplacements sélectifs. Et là, c'est l'occasion de les dénoncer, dire à la MINUSMA, si elle travaille, elle doit travailler et pour les Noirs, et pour les Blancs, et pour les sédentaires, et pour les nomades. Elle est venue appuyer un État, et l'État, c'est un ensemble. Donc, quand on fait des appuis sélectifs, ça n'a plus de sens. Alors la MINUSMA, je crois qu'elle aura bientôt la population sous son dos. Ça pourrait être un échec carrément pour elle. En tout cas, le bureau de Tombouctou. D'accord, ça coûte 30 secondes. 30 secondes. Vous allez relire l'accord de défense que le Mali a signé avec la France. Et vous allez relire, même si Yalkoui et Tandina ne sont pas d'accord avec moi, peut-être je suis d'accord avec eux, compte tenu du temps qui reste à Ibrahim Boubacar Keïta, on ne peut plus parler de cette relecture de l'accord parce qu'il y a urgence. Mais maintenant, ce qu'on devrait demander, qu'est-ce qui se passe dans l'accord de défense entre le Mali et la France? Parce que Tandina vient de soutenir comme quoi que la Barkhane est en train de faire beaucoup d'efforts au nord. Et comment vous pouvez apprendre que nous avons tellement d'amis, nous avons G5, nous avons MINUSMA, nous avons Barkhane, et chaque jour, nos populations sont en train d'être tuées. D'accord. Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte Twitter de Studio Tamani ou également sur nos répondeurs à travers ces 2 numéros 75 84 11 11 ou 75 84 12 12.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. C'est le forum de la presse et nos invités Mamadou Diadje Sako de la radio RFM, Boubacar Yalkouye du journal Le Pays et Yeya Tandina de l'ORTM Tombouctou. Cette fois-ci, nous allons parler d'éducation. La rentrée scolaire 2017-2018, initialement prévue pour le lundi 2 octobre, reportée au lundi 9 octobre 2017 selon des sources proches des autorités scolaires. Aucune raison n'a encore été avancée par rapport à cette décision, mais la situation est qu'à la fin de l'année scolaire passée, plus de 500 écoles étaient fermées dans le nord et le centre du pays. Selon l'UNICEF, au moins 1 million de citoyens maliens sont hors système scolaire et également on annonce la réouverture de 10 écoles à Kidal, mais à Tombouctou, Yeya Tandina, quelle est la situation là-bas? La situation est la même que partout dans le nord, comme à Kidal, à Tombouctou. Aujourd'hui, si vous prenez les CAP qui sont opérationnels, il n'y a pas un CAP qui a toutes ces écoles, un CAP, quand je dis CAP, c'est les centres d'animation pédagogique, qui a toutes ces écoles aujourd'hui ouvertes. Et le pire des cas, c'est le CAP de Tombouctou, et qui aujourd'hui connaît assez de difficultés pour atteindre même les écoles. Et certaines écoles ont été rééquipées, ont été équipées, les enseignants ont été recrutés pour ça, mais ne parviennent pas à regagner leur site. Ça, c'est des difficultés. Et quand il s'agit de la région de Todeni, aucune école n'est ouverte. Aucune école. C'est impossible d'aller sur les sites. Je crois que quand on parle d'ouverture, c'est peut-être les écoles des villes urbaines, Tombouctou-Ville, Goundam-Ville ou Diré-Ville. Mais je ne vois pas en réalité. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'enfants sont privés de la scolarisation. Et c'est ce qui fera le danger parce que depuis 2012 jusqu'à nos jours, certains enfants sont là dans les rues et n'ont compris que, ils n'ont été qu'à l'école des armes, ils n'entendent que le bruit de ces armes, c'est ça encore le danger. Est-ce qu'ils vont grandir dans cette situation et faire face également? Ils n'ont plus le sens du patriotisme, ils n'ont aucune éducation civique. Et voilà, donc c'est des enfants égarés. D'accord. Yalkouye, la rentrée scolaire 2017-2018 se fera dans quelles conditions selon vous? Il fallait s'attendre à cette situation sur le terrain parce que l'année dernière, comment on appelle, quand on partait aux vacances, il y avait déjà plusieurs revendications sur la table du gouvernement dans le milieu scolaire. Les syndicats avaient fait des revendications et tout le monde sait qu'il y a eu un bras de fer avant que l'État ne courbe l'échine devant ces syndicalistes-là. Et également les promesses faites ces jours, surtout avec le statut des enseignants, il y a un sérieux problème puisque lors du Conseil des ministres passé, ce qui avait été convenu entre les deux parties, maintenant la décision prise lors des conseils, ça sous-entend qu'il y a un flou parce que le dossier doit passer au niveau de l'Assemblée nationale et on ne sait même pas quand est-ce que ça va être adopté par l'Assemblée nationale. Ils sont quand même confus par rapport à ça. Il y a certains qui ont même commencé à manifester et du moment où eux, ils pensaient que juste après la signature entre les deux parties, peut-être dans quelques mois, ils allaient voir un peu les conditions améliorées, mais ils n'ont pas vu. Et finalement, entre la base et les syndicats, il y a un sérieux problème. Il y a ce fossé qui est là, il y a une crise de confiance. Et ça risquerait de répercuter également sur la rentrée prochaine, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont prêts à ne pas prendre, comment on appelle, la craie dès la rentrée à venir. Ils sont prêts par rapport à ça. Et par-delà également, vous voyez un peu la situation au nord du Mali, puisqu'il y a l'insécurité. Et avec cette insécurité, je ne sais pas comment on peut franchement dire ouvrir les écoles dans certaines zones. À commencer par Ségou, Mopti, jusque dans les régions du nord du Mali, ça va être très compliqué. Vous prenez un peu Mopti et Tombouctou avec les gens de Amadoun Koufa, vous partez un peu de l'autre côté avec Yadagali. Donc c'est compliqué. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'État devait tout faire avec ses partenaires et ses partenaires et les groupes armés. Ils devraient tout faire pour qu'on puisse ramener au moins la calmie sur le terrain et permettre également aux enfants de retourner à l'école. Ça n'a pas été le cas sur le terrain et aujourd'hui, ici, on dit qu'on va ouvrir les écoles dans ce sens, ça va être compliqué. L'État dans ce sens, Mamadou Diadje Sako, ces enseignants qui refusent d'aller dans ces zones occupées, ont-ils raison?
Ils n'ont pas refusé d'aller dans ces zones. Vous avez posé une première question de savoir pourquoi on a reporté du 2 au 9 sans aucune explication. L'explication, elle est connue. Laquelle? Il y a 3200 enfants de Collège Horizon dont l'avenir était joué. C'est qu'en ce moment que nous avons entendu les députés de la majorité. C'est après qu'il y a eu des interpellations. Yalkoui a parlé de différentes revendications qui ont bloqué et qui ont bouclé l'année scolaire 2016-2017. Et ça surprend toi, peut-être nous, ça ne va pas nous surprendre, parce que pour quelqu'un qui a connu la gestion quand même de l'école malienne avec Ibrahim Bouakar Keïta, ça a été tout le temps catastrophique. Et Alpha Omar Konaré a eu le courage de dire, si là où lui-même il reconnaît qu'il a carrément échoué, et grâce à ce monsieur qui était son premier ministre, c'est l'école. Et depuis qu'il est là, moi je pouvais dire que depuis 2012 jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu d'année normale. Il n'a pas eu le courage d'amener l'école en année blanche. Sinon, comment pour une année scolaire de 9 mois, vous n'étudiez que peut-être 2 ou 3 mois, c'est pas normal. Les revendications, elles sont là. Il y a eu des interpellations à l'Assemblée nationale par rapport à l'affaire de Collège Horizon. Et ces mêmes revendications, les faits sont têtus. À la reprise seulement, c'est les gens qui ne vont jamais accepter d'aller d'abord à l'école, même si vous enseignez à Bamako, à plus forte raison, aller dans une zone où on ne peut pas assurer ta sécurité. À Bamako, ici, les professeurs se plaignaient de l'insécurité qui régnait dans nos différentes universités. À plus forte raison, vous allez vous faire tirer encore au nord. Ils ne refusent pas. Ils demandent tout simplement qu'on les mette dans des conditions et qu'on assure leur sécurité. Donc, vous ne pouvez pas considérer ça comme un refus. Les autorités menacent de les sanctionner. Les sanctionner pourquoi? Avant de me sanctionner, assure d'abord ma sécurité. Il y a combien d'écoles qui sont formées au nord depuis combien d'années? Vous voulez que ces gens-là aillent à l'abattoir? Parce que quand vous acceptez de rentrer dans l'armée pour ne pas démolariser, pour que je ne sois pas poursuivi le lundi dans la même situation que Rasbat, quand vous acceptez quand même d'être dans l'armée, vous acceptez de mourir. Mais moi, je n'ai pas accepté d'enseigner pour mourir. Je vais transmettre le savoir, mais je ne suis pas un soldat pour accepter d'aller me faire tuer où il n'y a pas de sécurité. Donc ils ne refusent pas. Si on les sanctionne, ils ne vont pas les sanctionner. Pourquoi? Ils n'ont qu'à assurer leur sécurité, ils vont. D'accord. Yaya Tandina Sakoul disait tout de suite, les députés de l'Assemblée nationale ont interpellé le gouvernement par rapport à cette situation de Collège Horizon. Qu'est-ce que ça fait aux populations du Nord quand on voit le nombre d'écoles fermées au nord et au centre du pays? Oui, ça fait mal, ça fait très mal. Et c'est une des villes qui a été la plus victime d'ailleurs, comme je disais, en plantant le décor sur la situation scolaire. Et aujourd'hui, quand on voit que le problème va jusqu'à monter vers le centre, et très bientôt ce serait vers le sud également. Parce que aujourd'hui, le problème c'est que, effectivement, c'est-à-dire, je suis d'accord, même s'il y a le nombre d'enseignants qui veulent aller, qui ont l'amour de leur métier, mais c'est difficile pour eux d'aller enseigner. Quand on a vu tout récemment dans la région de Mopti où des enseignants ont été agressés, où certaines écoles on a dit soit vous enseignez la charia ou bien il n'y aura pas d'école moderne. Donc vous voyez, donc on ne peut pas faire face à une telle situation. C'est à cela que les populations de Tombouctou voient la situation. Donc tant que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, c'est difficile pour nous de parler du succès éducatif. Est-ce que rouvrir les écoles dans ces conditions ne serait pas exposer les enfants? Oui, c'est vraiment exposer les enfants. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai, quand on essaie d'avoir un bilan politique, on peut dire que les écoles sont ouvertes. Mais réellement, sur le terrain, on sait que c'est tout le contraire. Donc, moi, je dis consciencieusement qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, aucune condition n'est réunie pour ouvrir les écoles du Nord. Donc, c'est impossible. C'est vraiment compliqué. Tous les caps traversent ce problème-là. Tous les caps de la région traversent ce problème. L'Académie ne peut pas dire que vraiment aujourd'hui la situation elle est calme ou autre. Elle ne peut pas le dire. C'est difficile pour elle. Et est-ce que vous pensez que les autorités jouent le rôle pour qu'on puisse traverser cette situation? Bon, les autorités tâtonnent toujours en se mettant avec le soi-disant accord. Et tant qu'on reste sur cette ligne, c'est difficile parce que moi, je pensais que les zones contrôlées par la CEMA, les zones contrôlées par la plateforme, pouvaient contribuer quand même au moins à assurer l'éducation de ces gens. Il ne s'agit pas d'aller directement à l'accord, mais puisqu'ils sont là, puisque tous ces mouvements sont là, au nom des populations, peuvent même au moins assurer la sécurité de ces enfants au niveau de ces établissements. Mais malheureusement,
même dans ce sens, aucun effort n'est fourni, que ce soit du côté de la CEMA, que ce soit du côté de la plateforme. Yalkoué, est-ce que vous pensez également qu'aucun effort n'est fourni au niveau de l'État? Évidemment, parce que la situation, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Quelles sont les solutions proposées ou bien quelles ont été les réactions du gouvernement face à ces difficultés vécues sur le terrain? On n'en a pas vu, on n'a rien vu. Et même avec les grèves ici, nous nous rappelons très bien au nord du Mali, les enseignants qui étaient là-bas, ils avaient refusé à un moment donné d'enseigner. Ils ont fait combien de mois avant d'être vraiment écoutés par les autorités. Donc, moi, je pense que, franchement, dire à ce niveau, dans tous les domaines, l'État a failli. Mais pour l'éducation, c'est encore plus grave. C'est très, très grave. Parce que l'avenir d'un pays, ce sont ses enfants. Et vous imaginez un peu les conditions dans lesquelles les enfants se trouvent aujourd'hui, la situation difficile que les enfants traversent. Psychologiquement, d'abord, ça va être un impact négatif pour franchement dire leur développement, et ça risquerait de se retourner contre l'État malien. Ce n'est pas là-bas seulement, même au centre ici. Au-delà de cette situation, il y a la Banque mondiale qui, dans un rapport, dénonce la qualité de la formation également. Oui, mais c'est ce qu'il est en train de dire, c'est très important. Imaginez-vous Moussa Aksarid, qui était l'imam du lycée Bouyagui Fadiga, qui a commencé avec la faculté de sciences juridiques, a osé prendre les armes. Lui, il a eu au moins la chance d'aller jusqu'au niveau de la faculté. Lui, il a pris les armes contre le Mali. À plus forte raison, ces enfants qui sont en train d'être formés sans pourtant aller à l'école. Vous savez qu'est-ce que ça va nous amener dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Imaginez-vous ce qui va se passer. Tandina, lui, il est à Tombouctou. Il est en train, depuis qu'on a commencé ce débat-là, il est en train de s'exprimer en français. Dans 10 ans, dans 20 ans, depuis que cette crise a connu, il sait qu'il y a plus de 500 écoles qui ne sont pas ouvertes. D'accord. Et ces enfants, des milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école. Vous parlez de niveau? Espérons qu'on trouvera une solution à cette situation. 1 minute pour chaque invité pour réagir au budget 2018. Le budget de l'État pour l'exercice 2018 s'élève à 2330 milliards de francs CFA, soit une hausse de 8,7% par rapport à 2017. Qu'en pensez-vous, Mamadou Diadje Sako? Je suis économiste de formation. Si vous me présentez un budget de 2300, je ne connaissais même pas le budget du Mali parce que je ne sais même pas comment notre budget même est élaboré. Je ne sais même pas comment il est exécuté. Parce que compte tenu de tout ce que nous avons connu comme catastrophe, comme indiscipline budgétaire et financière, moi je ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas parler du budget malien. J'en parle pas. Cette augmentation de 8,7%, c'est pour résoudre la situation sécuritaire. Est-ce que vous pensez qu'en 2018, on pourra... J'en parle pas. D'accord. Yaya Tandina, vous, qu'en pensez-vous? Effectivement, moi-même, je ne suis pas économiste, mais moi, j'ai dit, avec cette hausse, si réellement il y a du patriotisme, si les Maliens, on accepte d'injecter l'argent là où ça doit aller, ça pourrait peut-être apporter un résultat. Mais le problème, c'est que ces budgets sont rehaussés seulement pour développer des individus. Alors, dans ce contexte, c'est difficile pour nous de dire qu'il y a des avancées. On ne peut pas comprendre si on pouvait le comparer au budget de l'année dernière. En ce moment, on pourra dire est-ce que tel a été électé ou il y a des failles passées. C'est pourquoi il y a eu une augmentation de 8, et quelques %. Mais d'accord. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est la corruption qui gagne le terrain. D'accord. Il y a l'année dernière une augmentation du budget pour la sécurité et la mise en œuvre de l'accord de paix. Aujourd'hui, cette année encore, pour 2018, il est prévu d'augmenter 8,7%. Est-ce que vous pensez que les résultats seront atteints? Quel résultat? La stabilité du pays et la paix. Tout sauf ça, c'est ce que moi je dis. Au fait, une augmentation pour les campagnes. Le mieux serait, moi je pense que le mieux serait aujourd'hui, franchement, de rechercher, il ne nous reste que quelques mois seulement, qu'on fasse tout pour franchement dire tourner cette page. C'est un peu ça. Sinon, avec ceci, il ne faut pas franchement dire s'attendre à un résultat probant. Ça a toujours été comme ça. Les budgets ont toujours pris de l'ascenseur. Mais sur le terrain, on n'a rien vu. On n'a rien vu, absolument rien vu. À part que des individus, comme les deux précédents l'ont si bien dit, des individus s'enrichissent. D'accord. Et nos invités étaient Mamadou Diadje Sako de la radio RFM, Boubacar Yalkoué du journal Le Pays et Yaya Tandina de l'ORTM Tombouctou. Débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo. À la mise en onde, Philippe Dambélé, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré et à demain.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.